Pour la première fois, j'ai entendu un Allemand favorable à l'inflation, donc les choses changent, c'est formidable. Donc je vais rappeler simplement que nos évaluations pays ne concernent pas le risque souverain, hein, ils concernent les entreprises. C'est très important de le rappeler en ce moment, dans un moment de crise souveraine et dans un moment après des annonces très importantes sur les notations souveraines. Donc nous ne notons pas les États, nous notons le risque entreprise. Mais évidemment, je vais quand même parler de la crise souveraine, mais de l'impact que ça aura sur les entreprises. Et donc nous avons 7 rangs, A1, A2, A3, A4, B, C, D, dans l'ordre croissant du risque. Alors vous voyez que les assureurs crédits sont habitués à des cycles de crise. Vous voyez en orange la croissance mondiale, vous voyez en bleu nos impayés des entreprises que nous enregistrons dans le monde entier. Et vous voyez qu'on a en général 5 à 7 bonnes années, croissance forte, impayés sous contrôle, et puis 2 années de crise, c'est-à-dire années d'impayés élevés et évidemment de croissance faible. Donc ça, c'est la norme de ce qu'on connaît depuis très longtemps. Et puis, vous voyez la dernière crise, donc la crise qu'on a appelée Lehman Brothers, donc celle où on a eu à la fois des impayés d'entreprises absolument records, nous n'avions jamais enregistré tant d'impayés chez Coface, et bien sûr une récession mondiale, donc et du côté de la croissance et du côté des impayés, des chocs absolument records. Cette crise, elle est différente. Elle est différente des autres et le cycle s'est cassé en fait. Il s'est cassé parce que, disons qu'on a eu à nouveau une bonne période, je dirais entre la fin de l'année 2009 et la première moitié de l'année 2011, mais cette bonne période, elle aura duré à peine 2 ans. Donc au lieu des 5-7 ans habituels, on n'a eu que à peine 2 bonnes années, puisque depuis la deuxième partie de l'année 2011, on voit évidemment l'économie mondiale ralentir singulièrement en Europe, surtout, bien sûr, et puis surtout, on voit nos impayés augmenter à nouveau. Donc, en fait, cette crise, elle est différente. La crise qui est née à la fin 2007 aux États-Unis avec l'éclatement de la bulle des subprimes n'est pas terminée. Pour nous, cette crise se transforme. C'est une crise différente, beaucoup plus lancinante, qui évidemment prend des formes nouvelles. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une crise de la dette ? Non, comme toutes les crises, c'est aussi une crise de la dette. Donc, en cela, elle n'est pas différente. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de regarder le comportement de la dette privée et le comportement de la dette publique. Ça a été beaucoup évoqué par Max Otte, ce point. Vous voyez à gauche la dette des entreprises en pourcentage du PIB, et vous voyez à droite la dette publique en pourcentage du PIB. Bon, il n'y a vraiment que 2 pays où les entreprises se sont nettement surendettées. C'est l'Espagne et le Royaume-Uni, où on voit qu'il y a eu une hausse très forte. Mais vous voyez que dans ces 2 pays, il y a un désendettement des entreprises depuis 3 ans, très net, ça rebaisse à nouveau. Ailleurs, il n'y a pas de dynamique de surendettement massif des entreprises. En gros, les entreprises ont été plutôt assez prudentes dans leur gestion de la dette. Donc ce n'est pas pour nous une crise du surendettement des entreprises. Quand on regarde à droite du côté des États, on voit bien qu'il y a eu une hausse effectivement très spectaculaire depuis 2007-2008, donc ça augmente beaucoup. Vous voyez que c'est une histoire particulièrement triste dans le cas de l'Italie, parce que vous regardez l'Italie, en gros, en 3 ans, les patients efforts de baisse de la dette publique, c'est la dette la plus haute évidemment, qui ont été faits en 15 ans, ils ont été annulés en 3 ans. C'est-à-dire qu'en 2011, on revient en gros au stock de dette publique 120% du PIB, où on était en 95. Donc c'est vraiment une histoire triste. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est cet aspect-là qui rend cette crise si différente, le fait qu'on a affaire donc à un endettement de l'État qui augmente et qui est très élevé globalement dans les pays avancés? Je ne trouve pas. Je pense que ce n'est pas ça vraiment la question. D'abord parce que c'est normal que les États se soient endettés. Il y a eu une récession énorme, donc ça a un impact évidemment sur le déficit budgétaire, donc sur la dette publique. C'est normal aussi parce que grâce aux politiques budgétaires contracycliques, on a évité que la récession se transforme en dépression, donc on peut quand même remercier les États de s'être beaucoup endettés dans cette période. Et puis troisièmement, en fait, les économistes qui ont déjà été cités, Reinhardt et Rogoff, montrent que après des crises bancaires très importantes au XXe siècle, on a toujours vu la dette publique augmenter. Ils disent qu'en gros, en moyenne au XXe siècle, sur plusieurs années, après une grosse crise bancaire, les dettes publiques augmentent en gros de 87% en termes réels. Pour les États avancés, cette dette publique elle a augmenté depuis 2008 de 135% en termes réels. Donc c'est plus évidemment que l'expérience historique. Disons que ça s'inscrit dans les expériences historiques. Donc ce n'est pas tellement ça qui fait que cette dette est différente. Ce qui fait que cette dette est différente pour nous, c'est l'effet taille, d'abord. Vous voyez ici, sur ces tableaux que vous aurez probablement beaucoup de mal à voir, le point rouge, ce sont des dettes externes en dollars, mais calculées en dollars constants. Donc on peut les comparer. Vous voyez la Russie, l'Argentine, la Grèce au moment des déclenchements, et puis l'Italie.
Alors déjà, la Grèce, c'est quand même gros, hein, parce que c'est presque 2 fois, en gros, la dette externe, hein, dans la dette vis-à-vis des non-résidents, c'est presque, disons, 2 fois la dette argentine. Donc c'est gros. Mais disons que la dette publique à l'échelle de la zone euro, c'est très petit. C'est pour ça que ce qui a été dit ce matin est effectivement très juste. C'était très traitable, puisque c'est que 4% du PIB de la zone euro. Donc l'effet taille, c'est pas du tout le problème de la Grèce. Je pense quand même que la Grèce, c'est un événement très important parce que c'est un événement symbolique, en fait. C'est la première fois qu'un pays de la zone euro voit ses spreads discriminés par les marchés. C'est le premier des pays de la zone euro à avoir un accord FMI. C'est le premier du pays de la zone euro d'avoir un haircut sur sa dette. Et puis c'est probablement, comme ça a été annoncé, le premier pays de la zone euro qui aura peut-être un défaut unilatéral de sa dette vu les évolutions des négociations actuelles. Donc c'est beaucoup de premières fois pour un pays. Mais disons qu'en tout cas, même si défaut unilatéral il est, disons, gérable globalement au niveau européen en termes de taille relative. Par contre, l'Italie, c'est un autre problème. Vous voyez l'Italie, c'est quasiment 9 fois la dette argentine, 8 fois la dette russe. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Ici, c'est la dette externe. On dit souvent que la dette externe italienne, c'est la dette vis-à-vis des non-résidents, est faible. Non, elle est en masse très importante. Et c'est bien pour ça que c'est à partir de l'entrée en crise de l'Italie qu'on a vu l'économie réelle quand même commencer à donner des signes de faiblesse en Europe. On a vu la confiance des consommateurs et des industriels commencer à baisser parce que l'effet taille, il fait un problème. Il fait que toutes les annonces semblent peu crédibles. Il fait que quoi qu'on dise, c'est tellement énorme qu'on a l'impression qu'on ne saura pas le traiter. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette crise est différente parce qu'il y a une intégration financière très très forte. Alors vous voyez ici les expositions des banques françaises, allemandes, italiennes, espagnoles. Et vous voyez les principales expositions de ces banques classées par pays sont les chiffres de la BRI. Donc vous voyez que la première exposition des banques françaises, c'est du risque américain. Et ce qu'on voit bien entendu sur ce graphique, c'est que la zone euro est très intégrée financièrement en matière de dette. On voit que l'Italie, c'est la deuxième exposition des banques françaises. Alors c'est des vieux chiffres, c'est peut-être plus exactement le cas. C'est des chiffres qui datent, je crois, du milieu de l'année 2011. On voit que la France, c'est la quatrième exposition des banques italiennes. Donc, grosse intégration. Mais au-delà de la zone euro, on voit que le Royaume-Uni, c'est la première exposition des banques espagnoles. On voit que les États-Unis, c'est la première exposition des banques allemandes. Donc il y a une imbrication financière extrêmement importante. Et ça fait qu'une crise locale, souveraine locale, devient une crise globale, une crise systémique. Et je crois que c'est ça la grande différence avec les crises précédentes, c'est qu'on a affaire à une crise systémique et on ne sait pas traiter le risque systémique. On a su traiter le risque souverain local, on n'a pas su, en 2011, traiter ce risque systémique. Alors, soyons optimistes, contrairement au débat qui vient d'avoir eu lieu où c'était très pessimiste. Admettons et pensons que 2012 sera l'année de la résolution de cette crise souveraine. Alors, il y a eu beaucoup de solutions qui ont déjà été évoquées. Alors je les ai résumés un peu de manière différente, mais c'est un peu les mêmes choses. C'est qu'il y a différents types de traitements. Simplement, le message, c'est que, pour revenir à notre question qui nous préoccupe à COFAS, qui est celle des entreprises, c'est que quel que soit le traitement qu'il y aura sur cette crise souveraine, en espérant qu'il ait lieu en 2012, il sera coûteux pour les entreprises. Ce sera une année difficile pour les entreprises, parce que cette résolution sera compliquée pour le risque entreprise. Alors évidemment, il y a, ça a été évoqué, un peu ce qu'ont fait la Russie et l'Argentine, c'est-à-dire un défaut unilatéral sur la dette de marché. C'est une méthode qui est peu recommandable. Elle est peu recommandable, Patrick Artus l'a dit, parce que alors, pour le coup, l'impact sur les entreprises serait absolument dramatique. Il y aurait un rationnement du crédit. Pour les entreprises qui pourraient se financer, une hausse de coûts de financement énorme. Il y aurait un choc récessif gigantesque. Donc ça serait, pour des entreprises en plus qui sont déjà très éprouvées fin 2011, ce serait un choc énorme. Il y a la solution vertueuse. C'est ce qu'ont fait les Turcs et les Brésiliens, c'est-à-dire ils ont fait de l'austérité budgétaire extrêmement forte sur plusieurs années. J'ajoute d'ailleurs que les Turcs ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont fait de l'austérité pendant plusieurs années avec des excédents primaires énormes sans sacrifier la croissance. Ils ont eu une croissance très forte. Est-ce que ce miracle turc peut se reproduire en Europe ? Je ne crois pas, pour toutes les raisons qui ont été dites. C'est-à-dire que l'austérité budgétaire, elle sera extrêmement coûteuse en Europe pour la croissance. J'ajoute d'ailleurs on a fait un petit calcul, que si on prend des hypothèses raisonnables, c'est-à-dire on se dit, l'Italie, par exemple, revient à ses performances d'avant 2008 en matière de taux d'intérêt, de politique budgétaire, en matière de croissance moyenne. Donc si on fait cette hypothèse-là et qu'on projette la dette dans quelques années,
le stock restera quand même très élevé. Et ce stock, il restera notamment supérieur à 95% du PIB. Et 95% du PIB, c'est, selon Rogoff et Reinhardt, l'espèce de limite dans laquelle ça commence à avoir un impact très négatif sur l'activité. Bref, cette solution de la rigueur, qui est un peu ce qui se dessine effectivement quand François Hesbourg lisait le nouveau traité, ça va être extrêmement coûteux pour l'activité, donc très coûteux pour les entreprises. Alors il y a une troisième méthode qui a été évoquée par Patrick Artus, et il a dit, ça commence déjà, c'est la répression financière. Alors c'est ce que font les Indiens. En gros, ils émettent de la dette, et puis c'est leur banque qui achète de la dette. Alors la répression financière, c'est ça, c'est-à-dire en gros faire que la réglementation formelle ou la persuasion informelle font que les acteurs locaux, les acteurs financiers, achètent de la dette. Ce que disent Rogoff et Reinhardt, des économistes qu'on a beaucoup cités aujourd'hui, ils disent c'est pas très propre, c'est une espèce de restructuration qui dit pas son nom, mais ils disent ça a été la norme dans les pays avancés entre 1945 et 1980. C'est comme les pays avancés ont traité leur stock de dette hérité de la Deuxième Guerre mondiale, et ils disent c'est comme ça que ça va se passer en Europe. Peut-être que ça s'appellera pas répression financière parce que le mot est vraiment affreux, mais ça va être la solution. Et visiblement, ça commence déjà. Alors, c'est peut-être la solution, peut-être pas très propre, mais disons la moins douloureuse par rapport aux autres. Et peut-être que la solution, de toute façon, ce sera un mix des deux. Elle a un impact très négatif sur le secteur privé, parce qu'elle crée un effet d'éviction. Si les financements sont captés par le secteur public, il n'y a plus de financement disponible pour les entreprises. Donc il y a un problème d'accès au crédit pour les entreprises dans des systèmes d'éviction financière typiques de l'Inde, où les entreprises s'endettent massivement à l'extérieur pour financer leur investissement, parce que l'accès au crédit est difficile et parce que, évidemment, les dettes sont assises sur les banques locales sont assises sur les banques publiques. Donc 2012, année difficile pour les entreprises, et nous voyons, nous déjà, 2011, dans nos chiffres, une dégradation, donc comme je l'ai dit, très nette depuis la seconde partie de l'année. Vous voyez qu'en glissement annuel, les impayés sur les entreprises ont augmenté aux environs de 20% sur le monde, 28% pour la zone euro, donc c'est très concentré dans la zone euro, les problèmes d'entreprise que nous voyons actuellement. Et effectivement, je partage le diagnostic optimiste de Patrick Artus, c'est très bon sur les États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu de hausse d'impayés des entreprises sur les États-Unis. Et effectivement, on pense que ça devrait bien se passer en 2012. Alors comme tout a déjà été dit, je ne vais pas insister. Le crédit repart, l'investissement notamment en équipement est très très positif. Donc on a en plus dans un contexte où les entreprises américaines sont quand même très solides financièrement. Je ne sais pas si vous l'avez pu le voir très rapidement sur les premiers slides, mais la dette des entreprises en moyenne des entreprises américaines est faible, il y a des profits élevés, il y a une faible dépendance au crédit. Donc globalement, les entreprises américaines sont assez solides. Il y a quand même le segment des PME qui est très fragile aux États-Unis et qui n'a pas en général accès au crédit. Donc il faut quand même se méfier des plus petites entreprises aux États-Unis. Et du côté des ménages, donc c'est vrai que la consommation résiste, et comme l'a dit Patrick Artus, les ménages tirent sur leur épargne. Ça donne quand même quelques fragilités à la croissance américaine, et c'est pour ça que nous, on a une prévision qui est un peu inférieure à 2%. Bon, c'est déjà dans le contexte actuel plutôt pas mal. J'ajoute quand même qu'il y a quelque chose qui change aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on n'est quand même plus dans la croissance d'avant. Et donc pour les entreprises américaines qui sont très dépendantes de leur marché domestique, elles doivent s'habituer quand même à une nouvelle donnée, qui est que le ménage américain ne dépensera pas comme il le faisait avant par une dépense qui était dopée par la dette. C'est des ménages qui sont quand même durablement plus restrictifs, moins confiants dans l'avenir, parce que quand même le chômage de masse, même si le chômage baisse actuellement, le chômage de masse s'est quand même installé aux États-Unis. Donc ça va changer au profondeur le comportement des consommateurs américains. Alors l'Allemagne et la France, ça tangue. C'est vrai que ça tangue, on voit une augmentation de nos impayés de l'ordre de 29% pour la France, de 24% pour l'Allemagne. Donc on commence à avoir une dégradation nette de l'expérience de paiement sur ces deux pays. Alors, c'est vrai que pour l'instant, et en France et en Allemagne, la dégradation des impayés, elle est sur un secteur. Elle n'est pas multisectorielle encore. C'est vraiment le secteur de la construction en France. C'est vraiment l'énergie solaire sur lequel on a beaucoup d'impayés sur l'Allemagne. Donc on n'a pas une dégradation globale. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on attend une croissance très affaiblie en France, mais disons qu'il sera encore sur l'année positive. On attend du 0,3 sur la France, du 0,7 sur l'Allemagne. On est un peu plus positif que ce qui a été dit tout à l'heure. Ça reste évidemment un très fort ralentissement, mais disons